Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réinventons demain avec SIG. On va parler aujourd'hui eaux usées, une émission à retrouver sur Radiolac en rediffusion sur One TV et bien sûr en podcast sur radiolac.ch. Pour m'accompagner, comme chaque mois, vous êtes là, Isabelle Dupont-Zamperini, bonjour. Bonjour. Et trois invités pour nous accompagner aujourd'hui sur cette émission spéciale. Christian Zumkeller, vous êtes directeur de projet eaux usées chez SIG, bonjour. Oui, bonjour. Il y a aussi Axel Val, vous êtes responsable des laboratoires SIG, bonjour. Bonjour. Et on termine avec Florence Amoudry-Fraisier. Vous êtes responsable SIG du programme Eco 21 consacré aux déchets. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on a déjà parlé eau potable dans Réinventons demain et aujourd'hui, on parle eau usée. C'est une fois qu'on a utilisé l'eau potable, ça devient une eau usée. Qu'est-ce qu'on en fait de cette eau usée, Christian Zumkeller ? L'eau usée, elle est collectée dans les bâtiments et dans les logements. Et puis ensuite, elle est acheminée dans un réseau de canalisation qui est long. Il y a 1600 km de réseau à Genève. Et ensuite, ça conduit aux stations d'épuration. Nous avons 4 stations d'épuration principales à Genève. Et la plus grande, c'est celle d'Aïr, qui couvre 80% du volume des eaux usées. Alors, ça se fabrique comment de l'eau usée, Axel Val ? Alors, ça se fabrique, malheureusement, ça existe. Ça vient principalement des salles de bain, avec les WC, bien évidemment, les éviers, les douches. Également aussi tout ce qui vient de la cuisine, avec les machines à laver, tout ce qu'on met dans l'évier. Il reste aussi une part industrielle, bien évidemment, et puis en partie aussi de l'eau usée qui est d'origine d'eau pluviale, qui s'engouffre dans les réseaux. Alors, on est allé voir les Genevois, Isabelle, pour savoir s'ils savaient un petit peu comment ça se passe avec ces fameuses eaux usées. Une fois qu'elles quittent notre logement, que deviennent-elles ? Écoutez la réponse des Genevois. Écoutez, j'en ai aucune idée. Là, vous me posez une colle. Eh bien, donc les eaux usées sont collectées dans les stations d'épuration. Mais après, ce qu'elles deviennent, je dois dire que je ne maîtrise pas l'info. Bonne question. Je pense qu'en fait, elles sont traitées par les différentes stations d'épuration qui existent à Genève et dans la région. Après, c'est vrai que j'ai pas plus d'informations là-dessus. Alors à vrai dire, j'en ai aucune idée, je me suis jamais posé la question. Elles sont traitées via un système d'évacuation qui vont directement dans les steppes. Il me semble qu'il y en a une à Aïr. Et ensuite, j'avoue, pas tellement connaître le processus avant qu'elle soit, je crois, recrachée dans le Rhône. Bon, alors, voilà, on a des éléments de réponse, notamment avec cette dernière personne qui nous parle d'un rejet de ces eaux une fois qu'elles ont été traitées, évidemment, dans le Rhône. Alors, c'est peut-être le cas, justement, de la station d'Aïr dont vous parliez tout à l'heure, Christian Zumkeller. Oui, alors les eaux usées, quand elles arrivent dans les stations d'épuration, il faut les traiter. Ça se fait en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle les pré-traitements. C'est vraiment l'étape où on retient les déchets d'une certaine dimension, les déchets grossiers. On retient les huiles, les graisses, on retient les sables. Et puis après, dans des toutes petites grilles, on retient les déchets qui sont de plus petites dimensions, comme des pépins, des noyaux, des Q-tips ou des choses comme ça. C'est la première étape. Dans la deuxième étape, c'est un traitement qu'on appelle, je dirais, physico-chimique. On mélange l'eau usée avec des produits. Et puis ça permet de faire des petits flocons et puis de séparer toutes les matières solides. Après, on rentre dans la troisième étape. Et dans la troisième étape, ça, c'est un traitement biologique. Et ça, c'est sur des bactéries qui dégradent la pollution. Essentiellement, cette pollution qui est dissoute, une pollution qu'on ne peut pas capter différemment. Et ensuite, l'eau comme ça traitée, on peut la rejeter dans le milieu naturel. À Genève, c'est dans le Rhône pour les 3 grandes stations, et puis dans l'Arve pour une autre station. Voilà, donc c'est ce procédé en 3 étapes du traitement de ces eaux usées dont nous allons continuer à parler jusqu'à 15h dans cette émission, à retrouver, je le disais aussi tout à l'heure, en rediffusion sur One TV. Réinventons demain sur Radiolac avec SIG. Et avec une thématique aujourd'hui qui nous accompagne durant 1 heure, on parle des eaux usées avec nos invités. Christian Zumkeller, vous êtes directeur des projets eaux usées à SIG, Axel Val, responsable des laboratoires SIG, et Florence Amoudry-Fraisier, responsable à SIG du programme Eco 21 consacré aux déchets. On est allé à la rencontre des Genevois une nouvelle fois, des Genevois et des Genevoises, pour leur demander s'ils avaient par exemple la mauvaise habitude de jeter autre chose que du papier toilette dans leur WC. Ça vous arrive, Isabelle ?
Ça m'est arrivé, mais depuis que je me suis renseignée sur les eaux usées, alors je peux vous dire qu'il y a Vous plus faites de attention, papier. Oui. c'est très bien. Eh bien, vérifions si les Genevoises et les Genevois sont aussi attentionnés lorsqu'il s'agit de jeter quelque chose dans les toilettes. Écoutez. Absolument pas. Non, mais par contre, si je peux me permettre, il est de bon usage, par contre, de nettoyer les toilettes une fois qu'on les a utilisées sur le lieu de travail. Ça peut être très positif pour les collègues. Merci. Alors non, ça je fais attention, même j'ai des enfants aussi et j'essaie de leur dire qu'il faut utiliser uniquement le papier de toilette dans les toilettes et pas des mouchoirs ou d'autres papiers. Alors, j'avoue pas dans les miens, mais par contre, c'est vrai que quand je suis chez les autres, des fois, je sais pas trop où mettre mes mégots et parfois dans les toilettes. Non, là, pas comme ça de tête, non. Rien, sauf dans les soirées qui durent un peu plus longtemps que prévu, mais ça, peut-être qu'on va pas le dire. Voilà, bon, globalement, les gens font attention à ce qu'ils jettent dans les toilettes, et tant mieux. Hein. Oui, tant mieux, mais il y en a quand même une qui a acheté son mégot de cigarette. En fait, dans les toilettes, faut pas balancer n'importe quoi, hein, Florence. Faut faire attention. Effectivement, il faut éviter de jeter les lingettes car elles sont beaucoup plus épaisses que le papier toilette et en réalité, elles ne se dégradent pas dans l'eau. Il y a également les serviettes hygiéniques, les cheveux, le fil dentaire. Donc tous ces déchets, ils vont boucher les canalisations, générer des odeurs et également créer des dommages au niveau des installations de traitement des eaux usées. Donc, de la même manière, les huiles de cuisine vont pouvoir encrasser les canalisations. Il faut les jeter donc, dans votre poubelle d'ordures ménagères et ensuite, tous ces déchets vont être acheminés à l'usine des Cheneviers. Par ailleurs, on va parler de la nourriture. Donc, la nourriture bouche les canalisations, typiquement les os, le marc de café ou bien un trognon de pomme, tout simplement, va obstruer la canalisation. Donc, triez vos déchets organiques à l'aide de la petite poubelle verte, d'autant plus que vous allez contribuer aussi à la fabrication d'un compost qui va être bénéfique pour vos jardins. Petite une question aussi qu'on peut se poser, parce que moi ça m'arrive régulièrement, je l'avoue, je confesse, de jeter par exemple l'eau une fois que j'ai passé la panosse par exemple, ça c'est déconseillé, de toute façon il faut bien l'évacuer à un moment ou un autre, que ce soit dans les toilettes ou ailleurs, ça peut poser problème aussi. Non, alors effectivement, vous pouvez sans autre jeter votre eau de serpillière effectivement dans les eaux usées, puisque là, les stations d'épuration sont équipées. Mais effectivement, je vais parler aussi des médicaments et des produits ménagers. Ils sont solubles dans l'eau. Donc, les produits ménagers, là, il faut les amener à l'un des espaces de récupération cantonaux, si vous voulez, les déchetteries cantonales. Donc, c'est important de respecter cette filière. Et quant aux médicaments, ils sont solubles dans l'eau, donc peuvent endommager les nappes, les cours d'eau. Et là, il faut les ramener dans la pharmacie. Voilà. Axel Val, l'eau qui arrive dans les steppes, l'eau usée, est-ce qu'elle est analysée ? Alors oui, elle est systématiquement analysée à l'entrée de la steppe, donc l'eau brute, durant tout le traitement et à la sortie de la steppe. Le but, c'est de savoir finalement de connaître la charge polluante qu'on a en entrée de l'ouvrage de traitement, durant les différentes étapes de traitement, pour savoir comment fonctionne et à quelle efficacité le traitement fonctionne, et à la sortie pour voir si on est conforme par rapport aux normes légales, si on respecte ces normes et finalement si on arrive à, je dirais, protéger le milieu naturel. Donc en fait, c'est une eau qui est quand même hyper contrôlée. Oui, elle est systématiquement contrôlée, et vraiment toutes les semaines, elle est contrôlée 2-3 fois par semaine pour s'assurer vraiment du bon fonctionnement de ces ouvrages. Alors, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit lorsque vous avez parlé de ce qu'il ne faut pas balancer n'importe quoi dans les canalisations, parce que ça peut les boucher. Il y avait eu un énorme bouchon à Londres dans des grosses canalisations. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça, c'est provoqué parce que les gens balancent n'importe quoi dans les toilettes ? Ou pas ? Alors, à oui, ma Christian. connaissance, le bouchon qu'il y avait eu à Londres, c'était des graisses qui s'étaient accumulées dans des énormes collecteurs. Alors, les collecteurs, ça c'est vrai, c'est comme l'image du cholestérol, sauf que dans le domaine de l'épuration, on peut nettoyer ça relativement facilement, je dirais, avec des équipements spéciaux, mais il faut le faire régulièrement. On a un programme où régulièrement on passe dans les collecteurs pour éliminer ces graisses qui se déposent. Sinon, vous avez un bouchon géant et puis ça empêche les eaux usées de passer. Est-ce qu'il y a une évolution, alors ça c'est peut-être une question qui sort un petit peu du cadre, mais est-ce qu'il y a une évolution de ce que l'on retrouve dans ces eaux usées ces 10 dernières années ? Est-ce que
Ça a évolué ou finalement est-ce que ça reste constant? C'est-à-dire qu'on retrouve toujours à peu près les mêmes choses, les mêmes matières? Parce que vous parliez tout à l'heure, et ça m'a interpellé, des lingettes. C'est vrai que c'est un produit, je ne vais pas dire récent, mais en tous les cas, en très nette augmentation. On retrouve des lingettes aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. Est-ce que typiquement, ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas 10 ou 15 ans auparavant? Axel Val? Alors, je pense qu'effectivement, des déchets, des macro-déchets, on en retrouve plus aussi aujourd'hui, vu la consommation qu'on en fait au quotidien. Et après, il y a toute cette question de micropolluants qui se met à jour régulièrement avec l'augmentation de la consommation de médicaments, de produits phytosanitaires, de pesticides. Toutes ces substances, on les retrouve dans les eaux usées. Donc c'est vraiment des micropolluants. On parle là de quantités très faibles, mais qui restent nocives pour l'environnement, pour les êtres vivants. C'est vraiment du nanogramme par litre. Donc ça paraît très peu. C'est l'équivalent, on va dire comme exemple, de 80 grammes d'un carré de sucre dans une piscine ou de 80 litres de jus d'orange dans le lac Léman. Mais ça a un effet suffisamment important pour qu'on continue, qu'on se mette à le mesurer et qu'on voit vraiment un impact sur les eaux usées. On va en parler justement de ces micropolluants. La suite de cette émission Réinventons demain, on s'intéresse aujourd'hui aux eaux usées. Si vous souhaitez réagir sur ce que vous entendez à l'antenne dans cette émission, eh bien n'hésitez pas à nous faire un message WhatsApp 079 91 8 3000. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Alors, ce n'est peut-être pas le sujet le plus sexy de cette émission, les eaux usées, et pourtant, ça nous concerne toutes et tous. C'est un sujet évidemment important du quotidien, de l'avenir aussi, et on en parle avec nos invités qui nous font le plaisir d'être avec nous en studio aujourd'hui pour cette émission. Christian Zumkeller, je rappelle que vous êtes directeur de projet eaux usées chez SIG. On vous entendra dans quelques instants. Axel Val, vous êtes responsable des laboratoires SIG, et Florence Amoudry-Fraisier, responsable SIG du programme ECO 21 consacré aux déchets, les hydrocarbures. On en a parlé vaguement tout à l'heure, Christian Zumkeller. Ces hydrocarbures que l'on retrouve, j'imagine, les huiles et compagnie, que l'on retrouve dans les eaux usées, comment vous faites? Vous pouvez agir concrètement pour éviter justement de les relarguer dans la nature ensuite? Alors, je dirais, Dieu merci, des arrivées d'hydrocarbures, c'est vraiment fort rare. Ça, c'est la première, je dirais, bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai que d'une manière générale, il faut jamais jeter des hydrocarbures dans les eaux usées, parce qu'au niveau des stations d'épuration, si d'un côté, on sait détecter qu'il y a des hydrocarbures qui arrivent, d'un autre côté, on peut les capter, on peut en retenir la majeure partie, toute la partie flottante, mais par contre, il y a une partie qui est mélangée avec les eaux usées, et ça, on ne peut pas y traiter plus loin. Parce que ça met en danger le fonctionnement de la station d'épuration. Et puis là, à ce moment-là, il y a des rejets, il peut y avoir des rejets dans le milieu naturel d'eau usée pas traitée, pas bien traitée, et puis des hydrocarbures avec. Donc ça, c'est à nous de faire attention, évidemment. Oui, absolument. Par exemple, de l'huile de vidange ou des choses comme ça. Maintenant, des accidents où il y a vraiment un gros déversement de mazout, comme ça, il faut vraiment un gros accident. Puis là, en général, il y a des services de secours qui interviennent et qui arrivent très, très bien à limiter le dégât d'une manière générale. Les huiles ou les hydrocarbures, il faut les ramener. Florence, vous avez dit, si on utilise beaucoup d'huile de cuisine, plutôt que de la balancer dans les toilettes, il faut les ramener où? Oui, alors tout à fait. Les huiles de vidange, si je puis dire, il faut les ramener à l'espace de récupération. Donc, il y en a 3 sur le canton. Il y a l'espace de récupération de Châtillon, sur la commune de Bernay, ou alors vous avez l'espace de récupération de la Praille sur la commune de Carouge, et in fine, l'espace de récupération donc, des Chanas, qui se situe sur la commune de Bellevue. Donc, c'est réservé vraiment à des usages, j'allais dire, particuliers. Lorsque vous vidangez une voiture, et puis sinon évidemment aller chez le garagiste pour ce genre de produits chimiques. Et puis Isabelle, vous parliez des huiles de cuisine. Alors effectivement, les huiles de cuisine en petite quantité sont à jeter dans votre poubelle d'ordures ménagères et dans une bouteille fermée. Et si vous en avez des plus grandes quantités, eh bien vous pouvez également vous rendre à l'espace de récupération. Alors, on a déjà évoqué la question tout à l'heure, je peux dire que vous nous avez presque mis l'eau à la bouche, c'est les micropolluants dont on parle énormément actuellement. C'est quoi un micropolluant, Axel Val? Alors, sur le principe, c'est une substance qui est en très faible quantité dissoute dans l'eau et qui reste néanmoins polluante ou toxique tant pour l'environnement que pour les êtres vivants.
On parle là du nanogramme par litre, c'est l'équivalent d'un carré de sucre dans une piscine olympique ou de 80 litres de jus d'orange mélangé dans le lac Léman. Donc ça reste très faible. Néanmoins, c'est toxique et c'est à surveiller. Pour les eaux usées, c'est essentiellement les médicaments, les pesticides, des produits anticorrosion, des choses comme ça. Mais donc, ça a toujours existé, ces micropolluants. Simplement, maintenant, on en parle parce qu'on arrive à les détecter. Alors, effectivement, on a des techniques qui sont de plus en plus précises et sensibles, qui permettent de détecter toutes ces substances qui, auparavant, passaient tout droit sans qu'on les voie parce qu'elles sont dissoutes. On n'arrive pas à les voir. Ce n'est pas des macro-déchets. Alors, la Confédération a légiféré sur le traitement des micropolluants, ce qui implique qu'il faut faire quelques petits travaux, quelques petits aménagements. Christian Zumkeller, qu'est-ce qui se passe pour ces steppes? Tout à fait. En fait, c'est bien plus que des petits travaux, puisque en 2016, la Confédération a exigé que durant les 20 prochaines années, toutes les stations d'épuration de Suisse qui desservent plus de 80 000 personnes doivent être équipées d'un traitement complémentaire qui doit éliminer 80% des micropolluants qui sont présents dans les eaux usées. Donc vraiment un travail absolument énorme. Et puis alors là, c'est la steppe de Villette qui est en travaux. Ça fait déjà un moment, c'est assez impressionnant le chantier quand on passe à côté. Alors, d'un côté, on vient de renouveler complètement la steppe de Villette, je dirais la partie classique, et on vient de débuter maintenant effectivement un chantier pour réaliser une installation de traitement des micropolluants. C'est la première qu'on fait sur le canton de Genève. Elle sera opérationnelle d'ici fin 2023. Et puis après, la suite, ça sera pour Steppe d'Aïr? Alors, la suite, c'est pour Aïr. On a déjà commencé les études. C'est un ouvrage très conséquent, puisque c'est comme une des plus grandes steppes de Suisse. Et ça va se réaliser d'ici à l'horizon 2026-2027. Et puis, il y a encore une troisième steppe qui va devoir faire des aménagements pour traiter ces micropolluants. Alors, effectivement, c'est la steppe de Bois de Baie, mais elle n'a pas encore suffisamment d'habitants raccordés, même si elle est grande, pour pouvoir être éligible, je dirais, quelque part, par rapport à la règle de la Confédération. Parce que si on n'applique pas cette règle, la Confédération ne subventionne pas. Et au jour d'aujourd'hui, quand on doit faire une installation de traitement des micropolluants, et ça coûte des sommes énormes, la Confédération en paye les 3/4 à la construction. À la condition qu'elle couvre un certain nombre d'habitants. Elles doivent couvrir 80 000 habitants ou plus. Donc une petite steppe qui n'aura pas cette capacité devra être aux normes des micropolluants sans avoir les subventions de la Confédération. Alors ça, c'est pas exigé. Que va faire la Confédération à l'horizon de 2036, à l'issue des 20 ans, sur les autres steppes, ça, ils verront. Je pense que dans un premier temps, on va déjà mesurer les impacts sur l'environnement, puisque les grandes steppes, ça couvre plus de 55% des eaux usées en Suisse. Donc, il y aura quand même déjà un impact, je pense, très mesurable. Et puis après, comment vont réagir, ça, je ne sais pas. Mais bon, pour Genève, c'est moins un problème puisque 3 stations sont grandes. Et quand ces 3 stations sont, parce qu'elles devront être équipées, ça couvrira le 99% des eaux usées produites à Genève. Alors, on va parler des déchets de rue dans la 4e partie de Réinventons demain dans quelques instants. Avant de faire une pause, une question qui concerne l'actualité que nous vivons toutes et tous depuis maintenant quasiment 2 ans. Eh oui, ça commence à faire long. Depuis le début de cette crise sanitaire, depuis le début de cette pandémie, on a lu régulièrement le fait que des traces de Covid pouvaient être retrouvées dans les eaux usées. Ça a pas mal alimenté les discussions, les rumeurs, les spéculations aussi parfois. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, dans le traitement de ces eaux usées ici à Genève? Alors oui, on a aujourd'hui les techniques qui permettent de mesurer des fragments de Covid dans les eaux usées. Le but de ces études, c'est de faire une relation entre les cas positifs qu'on a dans la population et ce qu'on mesure dans les eaux usées, si possible quelques jours auparavant, pour avoir une sorte de système d'alerte pour les autorités sanitaires et de voir une montée de charge virale dans la population avant même qu'on la mesure parmi les gens. Il y a une corrélation justement oui, entre ça ce marche, que vous mesurez vous. Ça marche très bien. Il suffit de mesurer. Il faut vraiment mesurer tous les jours des eaux usées et de faire la relation et de voir des tendances qui se profilent assez bien. D'ailleurs, SIG participe à une étude payée par la Confédération depuis quelques temps pour participer à ce suivi.
Donc, c'est pas une rumeur. Et voilà, c'est bien réel. Ça se vérifie chez nous, ici à Genève. On va revenir dans quelques instants pour réagir. Je vous rappelle le numéro WhatsApp de Radio Lac 079 91 8 3000. Une émission que vous retrouvez aussi en rediffusion sur One TV. Réinventons demain sur Radio Lac avec SIG. Isabelle Dupont-Zampérini à mes côtés, et puis 3 invités. Florence Amoudry-Fraisier, vous êtes responsable à SIG du programme Eco 21 Déchets. Christian Zumkeller, directeur de projet Eaux usées chez SIG évidemment. Et puis Axel Val, responsable des laboratoires SIG. On parle du traitement de ces eaux usées, mais aussi des éco-gestes, des bons gestes à avoir à la maison au quotidien. Oui, alors les éco-gestes, notamment dans la rue. Alors j'ai appris un terme, les déchets de rue, on appelle ça des littering. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de surcharger ces eaux usées lorsqu'on est dans la rue? Il ne faut pas balancer non plus n'importe quoi, c'est comme pour les toilettes. Alors tout à fait, les déchets de littering donc sont des déchets sauvages qui sont jetés négligemment en fait dans les espaces publics. Ils sont liés en fait à des mauvaises habitudes qui ont été prises et qui ont été de plus en plus répandues. Jeter le mégot par exemple dans le... Exactement, tout à fait. Alors le mégot est un des bons exemples puisque c'est un tout petit déchet sauvage. Cependant, il est très polluant, puisqu'à lui seul, il peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Et puis, les collectivités, pour pallier à cette problématique et à ce phénomène, ont plusieurs moyens qu'elles ont mis en œuvre, et notamment, elles peuvent densifier les corbeilles de tri. Alors évidemment, on a plusieurs typologies de déchets recyclables. Nous avons... la corbeille pour collecter les bouteilles PET, également pour les canettes en aluminium, le fer blanc, le verre et le papier. Et puis, il y a aussi d'autres actions qui sont mises en place, donc des actions de sensibilisation des habitants. Donc, les ambassadeurs peuvent aller communiquer avec les habitants. Il y a des affiches qui sont ciblées pour lutter contre le littering. Et puis, il y a également des journées qui peuvent être organisées par les collectivités. Donc, ce sont des journées dites de Clean-up Day où les administrés sont invités à ramasser leurs déchets sur la voie publique. Alors, ces déchets sur la voie publique, ils sont entraînés, j'imagine, dans les égouts. En fait, ça arrive dans les steppes. On en fait quoi de ces bouteilles de PET, de ces mégots de cigarettes qui sont retenus par les grillages, Christian Zumkeller? C'est retenu dans les dégrillages, donc on peut retenir et on retient ces déchets dans les steppes. Seulement après, il faut les conditionner et puis ensuite, il faut les transporter. Il faut les transporter jusqu'à l'usine des Cheneviers. Et puis ça, avec un certain volume d'eau. C'est-à-dire que, in fine, on a utilisé plus de quantité, c'est un gaspillage énergétique et puis ça coûte beaucoup plus cher puisqu'il y a un plus gros volume. Donc le mieux, c'est poubelle. Oui, poubelle ou recycler, trier ses déchets, c'est ça la recette. Donc vraiment, la recette et le mot d'ordre, c'est trier vos déchets, mettez-les dans la bonne poubelle. Et puis les mégots de cigarettes, évidemment, comme ils sont constitués de métaux lourds, soyez très vigilants. Et puis, est-ce que l'on trouve des choses particulières? Vous avez trouvé le Yukon-kun à l'entrée de la steppe, Axel Val? Peut-être pas aussi gros, mais c'est vrai qu'en fouillant un peu dans les sables que l'on récupère à la steppe, on peut parfois y retrouver des bijoux, des bagues, des diamants, un peu d'or. Enfin voilà, toutes ces choses qui se perdent dans la rue et qui finissent par mégarde dans les égouts. Par mégarde, j'espère, mais vraiment pas de quoi faire fortune. Vous m'avez raconté une histoire de dentier, Christian Zumkeller, une fois. Ah ouais, bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, n'est-ce pas? C'est arrivé une fois, une dame qui, la pauvre, nous appelle, je ne pouvais pas retrouver mon dentier. Dans les volumes d'eau qui arrivent à la steppe d'ailleurs, c'est évidemment pas aisé. Et pas de chance, 2 jours après, sur une autre station d'épuration, une équipe qui ramène un dentier qu'ils avaient retrouvé dans le dégrillage, ce qui n'avait strictement rien à voir, mais vraiment le hasard des choses, quoi. Ces choses... C'est aussi des anecdotes, évidemment, le traitement de ces eaux usées. On va se retrouver, chers invités, et vous-même, Isabelle, dans quelques instants pour la 5e et dernière partie de cette émission à retrouver chaque mois sur Radio Lac et en rediffusion sur One TV. Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radio Lac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables. Dernière partie de cette émission consacrée aujourd'hui aux eaux usées avec vous, Isabelle Dupont-Zampérini. Et puis nos 3 invités, vous allez leur remettre à chacun votre fameuse baguette magique et on va voir de ce qu'ils en feraient dans un monde parfaitement idéal. Dans un monde parfaitement idéal qui fait rêver. Florence, vous avez une baguette magique. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors avec ma baguette magique, donc plus personne n'utilisera les toilettes et les WC comme des poubelles.
Également, plus personne ne jetterait les lingettes dans les toilettes parce que les lingettes, c'est une vraie calamité. Et enfin, avec ma baguette magique, j'installerai davantage de lieux de tri. Les gens trieraient leurs déchets en intégralité pour qu'ils redeviennent des ressources. C'est très concret tout ça. Parfait. Oui. Axel Val, vous avez aussi de baguette magique. Oui. Qu'est-ce que vous en faites? Alors moi, avec ma baguette magique, je traiterai à fond les eaux usées en sortie de steppe pour les recycler, tant pour de l'eau d'arrosage ou voire même de l'eau potable. Ça se fait dans des régions dans le monde où l'eau potable est une denrée assez rare. Singapour, typiquement, réutilise 40% de son eau potable est constituée d'eau usée recyclée. Donc ça se fait quand même aujourd'hui. Tout est une question de technologie et de coût. Christian Zumkeller, vous avez une baguette magique. Qu'est-ce que vous faites? Si j'avais une baguette magique, les gens limiteraient leur consommation d'eau potable. L'eau est abondante chez nous et on en consomme, chaque personne, à peu près 150 litres par jour. Or, ce n'est pas un volume pareil qui est nécessaire pour vivre, bien entendu. Ça, c'est clair. Et il faut quand même se rappeler, il y a plein d'éco-gestes qui fait qu'on peut limiter notre consommation d'eau potable. Et il faut se rappeler que pour produire de l'eau potable, ça coûte, et en énergie et en argent. Et puis c'est la même chose pour les eaux usées, ça coûte en énergie et en argent. Alors c'est une contribution aussi à l'environnement au sens large. Voilà, il n'y a pas que les économies d'électricité, il y a les économies aussi de l'eau. C'est tous les éco-gestes qui s'appliquent aux différents fluides en fait, que SIG distribue. L'or bleu, c'est comme ça qu'on surnomme l'eau. Il faut s'en rappeler quand on actionne son robinet. Mais chez nous, on s'en rappelle pas parce qu'on n'a pas le souci. Il y a combien de pourcents de la planète? Le premier souci le matin, c'est de faire 10 km à pied avec 2 bidons pour essayer de trouver quelque chose qui est buvable. Puis ça, c'est une réalité. Bon, évidemment, on vit dans le château d'eau de l'Europe. Ouais. Les bons gestes à avoir, évidemment, que vous retrouvez sur radiolac.ch. Est-ce qu'on a des petites choses à annoncer peut-être? Oui, c'est les derniers jours de l'exposition Immersion Berge de Vessy. C'est jusqu'au dimanche 31 octobre. C'est une exposition donc, qui explore la thématique de l'eau et c'est présenté par l'Association des Berges de Vessy. Et puis, sinon, notre plateforme de financement participatif, Impact, accueillera au mois de novembre Frigo, c'est une association. Alors, ça s'écrit F-R-E-E, plus loin, Géo, et non pas Frigo comme la célèbre marque. Ouais. Et elle a pour but de mettre en place des réfrigérateurs, justement, en libre service, afin d'aider les personnes dans le besoin, tout en contribuant à la diminution du gaspillage alimentaire. Et puis, comme on parle d'impact, Impact sera sur le site SIG aux Automnales et nous allons consacrer notre émission du mois de novembre à cette plateforme participative et nous enregistrerons l'émission. Non, en direct. Ça sera en direct, absolument. En direct. Mais oui, on va garder les bonnes habitudes. Voilà. Sur la thématique justement de cette plateforme participative. Donc vous pouvez venir nous voir peut-être le 12 novembre aux Automnales à Palexpo, c'est ça? Voilà, et posez vos questions, réagir en direct depuis les Automnales. En tous les cas, nous on se réjouit de vous retrouver pour cet événement et pour cette émission spéciale avec SIG. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci à vous Isabelle. Et on se retrouve le mois prochain en direct de Palexpo pour les Automnales. C'était Réinventons demain, le magazine du développement durable de Radiolac. Avec SIG, votre partenaire privilégié pour vous accompagner avec des solutions locales et durables.